Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je parle non seulement au public du studio Merlin, mais à celui du studio Espace, qui doit m'entendre de la même façon. Alors, pour essayer de me répartir, si vous le voulez, ce que je ferai, c'est que vers le milieu de cette causerie, je descendrai au studio Espace et vous continuerez à pouvoir suivre ce qui se dit sur des écrans. En fait, voilà. Vous savez sans doute qu'on va célébrer cette année les 60 ans d'Europe 1. Je suis assez excité, moi, à cette idée, parce que pendant longtemps, dans les années 2004, 2005, je préparais les 50 ans d'Europe 1. J'espérais qu'on allait faire quelque chose de très important. Et puis à l'époque, ce cinquantenaire est passé, on ne peut pas dire inaperçu, mais enfin, on n'a pas fait de très grandes festivités. Cette année, c'est assez différent. Vous allez, je pense, entendre parler beaucoup des 60 ans d'Europe 1. C'était évidemment, la création, c'était le 1er janvier 1955. Donc, vous entendrez parler du 60e anniversaire à partir du mois de janvier 2015. On ne communique pas encore dessus, donc c'est un peu un scoop que je vous donne là cet après-midi. Et j'en ajoute un deuxième immédiatement d'ailleurs, puisque nous allons, pour l'occasion, publier un ouvrage. Un livre avec énormément de photos, avec des témoignages de tous les animateurs et journalistes encore en vie qui sont passés par cette maison, qui ont fait son incroyable histoire, qui ont animé cette saga. Alors, vous êtes entré tout à l'heure par le 28 rue François 1er. Vous ne vous en êtes peut-être même pas rendu compte, tellement il y a de monde, vous avez vu, on vous fait passer par un portique, etc. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ce n'est pas l'adresse officielle et historique d'Europe 1. Notre adresse, c'est le 26 bis rue François 1er. C'est une des adresses les plus célèbres de France, évidemment. Depuis longtemps maintenant, depuis 1992, on ne l'utilise plus, cette entrée du 26 bis. Ce qui était autrefois le grand hall d'Europe 1 est devenu aujourd'hui justement notre studio Espace, où vous êtes en partie en ce moment même. Alors pour ceux qui sont en ce moment au studio Espace, imaginez autour de vous tout le décor un peu psychédélique qui pouvait exister dans les années 60 et 70. Imaginez des banquettes qui étaient de plusieurs couleurs et qui étaient un peu ondulées comme ça faisait comme des vagues. Il y avait des barres de couleurs différentes sur les murs, etc. C'était le hall d'Europe 1 et ensuite on montait quelques marches. On arrivait au pied d'un escalier en bois, on montait cet escalier et là se trouvait, l'escalier depuis 92 également, l'escalier est devenu un escalier de marbre maintenant que vous avez emprunté tout à l'heure. Et on arrivait dans le couloir principal des studios d'Europe 1. Et vous aviez, quand vous avanciez, vous êtes passé devant tout à l'heure, ou vous passerez devant après notre conférence, si vous avez le temps, vous verrez sur votre droite, en arrivant de l'escalier, toute l'enfilade de ce qui était le principal studio d'Europe 1. Je dis l'enfilade parce qu'il y avait le studio écran lui-même, c'est comme ça qu'on l'appelait, il a été rebaptisé depuis longtemps le studio Coluche, et vous aviez dans l'enfilade la régie de ce studio. À l'époque, d'ailleurs, c'était assez particulier. Les techniciens n'étaient pas tournés directement vers le studio. Ils regardaient vers l'extérieur. Il y avait derrière le CDM, le centre de distribution des modulations, qui est le cœur même d'une radio. Hein. C'est le cerveau, si je puis dire, de la radio. C'est ici qu'on vérifie la qualité du son entrant et sortant. C'est absolument fondamental. Derrière encore, vous aviez une partie de ce qu'on appelait à l'époque la magnétothèque. Et à l'autre bout, tout à fait de l'autre côté de ce studio écran, vous aviez justement ce qui lui avait donné son nom, c'est-à-dire un écran. En fait, c'était une grande vitre, un peu comme celle que vous avez ici, là, devant moi. Cette vitre qui permet de séparer les studios de la régie. Et en l'occurrence, derrière cette vitre, il y avait ce qu'on appelait le JP. À l'époque, c'était le journal parlé, en fait. Parce que c'est la spécificité même d'Europe 1, et ça, je vais vous le raconter dans un instant, c'est que l'antenne était constamment animée par de très importants flashs d'information. L'information a joué un rôle absolument essentiel dans cette maison. Donc tout a changé maintenant. Le studio où nous sommes ici, le studio Merlin, il existait. Derrière, il y a eu, dans les années 70, au début des années 80, il y avait un autre studio qui s'appelait Pyramide. Et puis, comme nous n'avions pas le grand studio Espace du rez-de-chaussée, qui est un studio public, eh bien, on avait à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le plateau de tournage de l'émission C'est dans l'air sur France 5, on avait un autre studio qui s'appelait le studio Flouara, du nom d'un de ceux qui ont joué un rôle absolument essentiel dans la naissance de cette radio. Si vous voulez, on va envoyer
l'indicatif d'Au cœur de l'histoire pour que vous ne soyez pas trop dépaysés. Et puis, nous revenons ensemble en 1955 pour revivre les débuts d'Europe 1. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce qu'il faut peut-être que je vous dise pour commencer, c'est que dans la France des années 50, la radio occupe une place absolument essentielle. Vous savez, en termes de médias, dans l'histoire, dans la vie des médias, il y a eu plusieurs grandes phases. Il y a eu cette phase essentielle des années 1880, 1920, 1930, qui était la phase de la presse écrite, avec toutes les grandes révolutions techniques qui ont permis l'apparition de journaux à très gros tirage. Cette presse écrite, elle a complètement dominé le monde médiatique, si j'ose cet anachronisme, jusqu'au milieu des années 20, début des années 1930. Et puis ensuite, de nouveau pendant 50 ans, jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, il y a eu cette période extraordinaire où la radio dominait complètement. Et alors, quand on parle des années 50, elle dominait à tel point que c'était le média roi. Hein. C'était vraiment, vous aviez ces postes de radio qui étaient soit dans les salons, dans les salles à manger, dans les cuisines, enfin qui étaient souvent plus ou moins inamovibles. Il n'y avait pas encore le transistor à l'époque, bien entendu. Et on se regroupait donc autour de ces postes de radio pour avoir des informations, pour écouter des feuilletons radiophoniques, des reportages, des émissions de variété, un peu dans l'esprit des émissions de variété qu'on voit à la télé aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des émissions radiophoniques. Alors il y avait un monopole d'État sur la radio, vous imaginez l'importance pour tous les gouvernements de ce média qui était d'une puissance folle. Et pendant très longtemps, ce sont donc des ondes nationales qui ont dominé complètement le paysage. Et puis, après la guerre, au tout début des années 50, va naître la première station périphérique de France. Pourquoi périphérique ? La première, vous avez bien compris que c'est Radio Luxembourg. Ce sont nos voisins de l'autre côté de l'avenue, qui sont devenus RTL aujourd'hui. Ils sont nés justement de la volonté de créer une radio qui ne soit pas sous tutelle officielle, qui soit un peu indépendante. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ce type de radio périphérique ? Parce que comme on n'avait pas le droit d'émettre depuis le territoire national, encore une fois, il y a un monopole de la radio d'État, eh bien, en l'occurrence, la radio en question, elle émettait depuis le Luxembourg, tout simplement. C'est l'homme de Radio Luxembourg, c'est Louis Merlin. Nous sommes ici, en tout cas pour certains d'entre vous, et moi en ce moment, nous sommes dans le studio Louis Merlin. C'est Louis Merlin qui, après avoir fait les grandes heures de Radio Luxembourg, a traversé l'avenue, si je puis dire, pour venir ici créer Europe 1. Sur une toute autre échelle et avec une toute autre ambition. Je ne dis pas ça pour rabaisser RTL du tout, ça n'est pas le sujet. Mais c'est vrai que la naissance d'Europe 1, c'était vraiment une ambition extraordinaire. Entre-temps, il faudrait d'ailleurs que je vous parle des origines de Radio Andorre qui est devenu Sud Radio, de RMC également, qu'il y avait RMC TMC qui donc dépendait de Monte-Carlo. Peu importe, Europe 1 est la dernière née, mais c'est celle dans laquelle on a mis le plus d'espoir, si je puis dire. Quand Louis Merlin arrive, il veut une radio d'un genre nouveau, qui change tout. Il veut notamment un ton nouveau. Il va créer ce qu'on appelle le ton Europe numéro 1. C'est-à-dire que pendant très longtemps, à la radio, vous aviez ce qu'on appelait le ton radiophonique. Vous savez, on parlait de cette façon, c'était cette façon, il y avait toute une façon de parler, tout un ton, le ton était perché, c'était comme ça. Et Louis Merlin se dit, ça c'est plus possible. On n'en peut plus de cette radio qui ronronne. Il faut que les gens, quand ils sont devant un micro, parlent exactement comme s'ils étaient dans leur salon ou dans un café ou bref, ou dans la rue, qu'ils parlent naturellement. Ce ton naturel, c'est Louis Merlin qui l'amène avec lui ici à Europe numéro 1, comme on disait à l'époque, puisque c'était le nom même de la station. Et il va non seulement révolutionner le ton, il va révolutionner aussi les formats. Tout change. C'est-à-dire qu'il veut une radio à Radio Luxembourg, comme on disait à l'époque. Et vous aviez des émissions qui étaient parrainées par des marques.
Et alors la marque, vous l'entendiez en boucle, hein, bien entendu, puisque et ces émissions étaient souvent des émissions très populaires, qui étaient soit des émissions de radio crochet, soit des émissions de concours ou de jeux, tout simplement. C'était l'époque des jeux radiophoniques. Tout ça a été directement inspiré des modèles américains, il faut bien le dire. Et c'était donc une marque qui dirigeait, qui parrainait chaque plage de jeux. À Europe numéro 1, on va procéder d'une façon très différente. Vous aurez des phases de programme qui sont interrompues par des phases d'information et entre toutes les X minutes, des écrans publicitaires qui ne sont plus des écrans de parrainage, mais simplement des réclames en boucle, comme on disait à l'époque. Avec en plus une programmation musicale très importante et qui, sous la houlette de Lucien Maurice, on va y venir tout à l'heure, a pris très vite une extension incroyable. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on appelait du matraquage musical pour essayer de vendre des disques, tout simplement. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans des radios privées et des radios qui, au départ, sont délibérément commerciales. Bien entendu, c'est fondamental. Et c'est ce qui fait peut-être la première grande différence avec la radio d'État, qui à l'époque s'appelait Paris Inter. Ce n'était pas encore France Inter. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entendre ce qu'ont entendu les très rares, il m'est arrivé d'en rencontrer, mais c'est très rare, les très rares auditeurs qui étaient à l'écoute le 1er janvier 1955. Voilà ce que ça donnait, les tout premiers, les balbutiements d'Europe 1. Alors Ici, Europe numéro 1. Hier ist Europa Nummer 1. This is Europe number 1. Voilà, donc les vagissements, si je puis dire, de votre radio préférée, en tout cas c'est la mienne, j'espère que c'est votre cas aussi, c'était mal parti, disons les choses, puisque quelques heures seulement après ce que vous venez d'entendre, on est obligé de fermer l'antenne pour une raison technique absolument idiote, c'est que la fréquence qui a été choisie, je crois que c'était 680 Hz, je crois, correspondait exactement à la fréquence des radiophares de l'aéroport de Genève. Ce qui évidemment posait quelques petits problèmes, comme vous pouvez l'imaginer. Donc il a fallu arrêter. Et puis alors ensuite, on a essayé de trouver une autre fréquence. Mais il y avait systématiquement des plaintes de tous ordres, de services de police, d'autres services radiophoniques privés, de Radio Luxembourg, qui dans cette affaire, évidemment, voyait la naissance d'Europe numéro 1 avec beaucoup d'inquiétude. Enfin bon. Tout ça a été très compliqué. Ce n'est qu'au début du mois d'avril que la radio va reprendre vraiment. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est une des particularités amusantes, on va raconter ça dans le livre justement, c'est que pendant les semaines où il n'y a plus de diffusion à l'antenne, on continue de travailler, de préparer des programmes, de faire de l'information, etc. On se prépare tout simplement. C'est un peu un galop d'essai d'une certaine manière. Et la radio va renaître ou naître véritablement donc au début du mois d'avril. Celui qui est à l'origine de la radio d'un point de vue financier, le patron, le propriétaire, c'est un monsieur qui s'appelait Michelson, qui va très vite avoir des problèmes, et on finira par appeler, quand je dis on, c'est l'État, qui va demander à un homme d'affaires bien connu et même très célèbre, Sylvain Floirat, de venir renflouer Europe 1 pour lui donner les moyens d'une véritable expansion, parce qu'on ne pouvait pas envisager d'avoir une radio d'une telle importance, de cette importance nationale et même internationale, sans un afflux de capitaux important. Alors, Sylvain Floirat, raconte-t-on, avait lancé toute cette opération pour faire plaisir à sa fille. Il voulait trouver une occupation, une activité à sa fille. Alors, il est venu avec elle visiter les studios. Ça ne l'intéressait pas du tout, elle, au départ. Et puis, ils ont monté l'escalier dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, ils sont tombés face à face avec Eddie Constantine. Et ça, visiblement, ça a un peu impressionné Simone Floirat. Parce qu'à l'époque, Eddie Constantine était une grande vedette, évidemment. Et puis, elle s'est rendue compte que dans les couloirs étaient des vedettes de la chanson, des hommes politiques, etc. Et elle a posé la question à son père. Elle a dit, mais c'est comme ça tous les jours ici? Et là, ça a été
le déclic en quelque sorte, et c'est le début du règne de Sylvain Floirat, hein, qui va durer quand même quelques décennies. Sylvain Floirat est mort en 1993. C'était, vous savez, ce monsieur il avait l'accent, on l'appelait le Rému Périgourdin, parce qu'il parlait comme ça, il roulait les airs, enfin, il avait un côté très terroir, hein. Il disait « on va remettre la machine en marche », en parlant d'Europe 1, de la toute première Europe numéro 1. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que pour relancer la fameuse machine, on a créé une société qui s'appelle la Sofirad, dans laquelle l'État prend des parts et dans laquelle l'État sera très vite majoritaire. Donc on est dans cette situation d'une radio qui, certes, est créée de manière périphérique pour contourner le monopole d'État, mais qui très vite rentre dans le giron de l'État qui en devient l'actionnaire majoritaire. Ça, c'est quand même en tout cas un des actionnaires principaux. Il le sera de moins en moins jusqu'à ce qu'en 1986, l'intégralité, enfin le reliquat des parts de l'État soit vendu à Jean-Luc Lagardère, qui était le bras droit de Sylvain Floirat. Alors pour revenir à la radio elle-même, au type de radio qu'on voulait faire, il faut bien prendre conscience de 3 révolutions qui ont fait Europe 1 d'une certaine manière, en dehors de ce ton dont je vous parlais, ce ton qui était celui de Louis Merlin. La première chose, c'est l'invention du Nagra. Le Nagra, c'est ce petit appareil portatif, vous savez, ce petit magnétophone portatif qui permettait d'aller faire du reportage, qui permettait aux journalistes de sortir de leur bureau, d'aller dans les rues, d'aller sur place, d'aller interviewer les gens ou les personnalités et de revenir avec du reportage. Ça, c'était une révolution. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident, surtout avec les chaînes de télévision d'information continue, là, on ne s'en rend même plus compte. Mais il faut bien être conscient qu'à cette époque, c'était une révolution considérable. La deuxième révolution, si l'on peut dire, c'est justement le transistor. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a eu des appareils de radiophonie qui devenaient beaucoup plus petits, on les a miniaturisés, et qui étaient transportables. Pour peu qu'on mette des piles, on pouvait même les emporter en pique-nique ou à la plage. Donc c'est la radio qui suivait les gens, ou dans la voiture. Il y a beaucoup de gens qui mettaient leur transistor dans la voiture. C'était les tout premiers autoradios, un peu improvisés. C'était donc une nouvelle façon d'écouter la radio. Et puis la troisième révolution, c'est le micro-sillon, c'est-à-dire l'invention de ces disques légers, faciles, peu rayables, qu'on pouvait écouter sur des pick-up et qui permettaient de vendre de la musique, et pour tout dire, vendre de la pop musique. Et Europe 1 va devenir la radio de la pop musique. Mais à partir du moment où vous avez une radio qui s'appuie sur une révolution technologique, le transistor, sur une révolution de l'information grâce au Nagra et sur une révolution, on va dire, sociologique et culturelle avec le micro-sillon, vous comprenez que vous aurez une radio qui va être une radio de jeunes. Et c'est ça qui est essentiel dans l'histoire d'Europe 1, c'est que jusqu'au milieu des années 60, c'est la radio identifiée comme la radio des jeunes, avec ce que ça peut avoir de très positif, mais aussi parfois d'un peu irritant pour les personnes habituées à une radio plus, on va dire, plus classique. Donc ça a été... je crois qu'aujourd'hui, on a oublié à quel point ça a été un souffle d'air frais, hein, cette nouvelle façon de faire de la radio et ce nouveau ton qu'on découvrait littéralement. Alors, là, le domaine dans lequel Europe 1 s'est imposé avant de façon tout à fait spectaculaire, c'est avant tout le domaine de l'information. Avec de très grands noms, Maurice Siegel, bien entendu, dont vous avez entendu parler, qui était le père de l'information ici, Jean Gorini qui dirigeait la rédaction, tous les reporters qui allaient sur le terrain et qui, grâce à leur Nagra, justement, pouvaient nous faire entendre en direct des choses qu'on n'avait jamais entendues. Là encore, nous sommes surabreuvés d'informations en continu et en direct, donc on ne se rend plus compte du tout. Mais imaginez ce que ça pouvait être en 1956 d'entendre les chars soviétiques entrer à Budapest, de les entendre en direct et de suivre tout ça à l'antenne sans risquer d'être interrompu par, je dirais, par des cadres trop classiques. Voilà ce que ça donnait. En l'occurrence, c'est Gilbert Lozin, un de nos plus grands reporters, un reporter historique d'Europe numéro 1, qui était donc à Budapest en 1956. Eh bien là, il semble que la bagarre a commencé à... Qui s'avance vers nous en ce moment, tourelle braquée vers l'hôtel Duna. Ils viennent tirer une rafale de mitrailleuse. On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux. Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Tu as arrêté ton bruit? Non. Tu crois qu'il faut entendre les chars là? Oui, on doit entendre les chars. Mais ils ont exactement les tourelles lancées, tournées vers nous. Et... Et le canon est levé. Il vient de tirer à la rue. Il vient de tirer à la Oui, oui, je viens. Il tire à la mitrailleuse, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Écoutez, vous entendez les balles claquer sur le mur. Un troisième char arrive. Ah oui? Coup de camoufle. Tourelle levée. Canon en direction de notre tunnel. Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est mon ami de l'écoute qui m'a dit ça. Vous entendez le bruit des chars. Les gens dans l'hôtel sortent doucement. Quatrième char et ils tirent. En quelle direction? Ben, pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa tourelle, c'est vers nous? Il vaut mieux se baisser, oui, je crois. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Ils sont en train de tirer sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. Laurent, Ceci se passait Non. lundi dernier. peut-être plus simple. Voilà donc ce document, parce qu'on peut parler d'un document historique. Je vous propose tout de suite d'en entendre un autre qui est encore plus célèbre, parce que celui-là, il a vraiment fait le tour du monde. Il est passé sur toutes les radios possibles et imaginables. On est en 1962, en avril 62, au moment de la négociation et de la conclusion des accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie. Alors évidemment, en métropole, on sait que la guerre d'Algérie est terminée, mais sur place à Alger, non seulement on ne le sait pas, mais il y a cette fameuse fusillade de la rue d'Isly qui, à la violence, ajoute l'absurdité d'une situation qui n'est plus en conformité avec la politique, bien entendu. Cette fusillade, elle a été enregistrée par René Duval. Elle est passée en boucle sur l'antenne d'Europe numéro 1 à l'époque. Et encore une fois, elle a été reprise à l'époque par toutes les radios. C'est peut-être de tous les grands documents que nous possédons dans les archives d'Europe 1, à la fois le plus célèbre et le plus émouvant. Mon lieutenant de l'énergie, mon vieux! Halte au feu! Halte au feu! Halte au feu! Mon lieutenant... Vous imaginez l'émotion d'auditeurs qui découvrent ça à l'époque en direct. C'était vraiment... on était en train d'inventer une toute nouvelle façon de faire de l'information, il faut bien le dire. Alors, Maurice Siegel restera en poste pendant tout le temps du mandat du général de Gaulle, hein, donc à partir de 58 jusqu'au départ du général de Gaulle, sous Georges Pompidou. Malgré mai 68, on va en parler dans un instant de mai 68, parce que Europe 1 a été accusé d'être radio-barricade, comme on disait dans les allées du pouvoir, et ça a joué aussi là, un rôle assez important dans la réputation qui a été la nôtre par la suite. Mais en tout cas, on peut dire que cette primauté de l'information a été le plus important apport d'Europe numéro 1 dans l'histoire de la radio et d'une façon plus générale des médias en France. Maurice Siegel va rester jusqu'en 74. Alors là, il y a une affaire un peu terrible. À l'époque, le Premier ministre s'appelle Jacques Chirac, n'est-ce pas? Le président Giscard d'Estaing a été élu depuis quelques mois seulement, depuis le mois de mai 74. On est en septembre. Le Premier ministre Chirac doit annoncer un certain nombre de réformes très importantes. Il croit pouvoir venir le faire tranquillement sur Europe 1, qui est la première radio de France. Et un certain Étienne Moujotte, qui dirige la rédaction, lui dit « Ah ben non, on ne peut pas, parce que ce soir, on a prévu d'inviter Georges Marchais. » Et ça a scandalisé Matignon, et l'État va avoir la peau de Maurice Siegel. Et le paradoxe, c'est que Maurice Siegel étant parti, on va nommer directement le bras droit du président, hein, qui est le numéro 2 du groupe Floira, à la tête d'Europe 1, et qu'on désigne un directeur d'antenne. Ça va être le début du règne des directeurs d'antenne à Europe 1. Et le premier directeur d'antenne, figurez-vous que c'est justement Étienne Moujotte. Vous voyez le paradoxe. Alors, évidemment, une radio ne se fait pas qu'avec de l'information. Vous savez qu'une radio, c'est à la fois une rédaction et des programmes. Dans le domaine des programmes, Europe 1 est peut-être un peu moins révolutionnaire que dans celui de l'information, mais enfin tout de même, il y a nettement moins de jeux
que sur les autres radios périphériques, et il y a nettement plus de participation des auditeurs d'une certaine manière. Et puis il y a surtout le même ton décalé, cette volonté de parler de manière très neuve, très inattendue au public. Ce que nous avons fait peut-être de plus décoiffant sur l'antenne d'Europe numéro 1, ça s'appelait Signé Furax, et c'était un feuilleton qui était signé de Francis Blanche et Pierre Dac. Voilà un extrait de Signé Furax. Signé Furax. 247e et dernier épisode de la saison. C'était juin 1957 en l'occurrence. Expliquez-vous, Black, White, moi j'avoue je ne comprends pas. C'est pourtant simple, commissaire Socrate. Vous savez que Furax et nous sommes retournés dans le temps en 1956 pour empêcher le grand Babu de donner l'ordre de voler les monuments français. Mais oui, bien sûr, vous me l'avez déjà raconté au moins 3 fois chacun depuis votre retour. Voilà, c'est tout. Nous supposons que nous avons réussi. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Alors, pour procéder en somme à une vérification, Furax nous donne rendez-vous à tous au pied de l'obélisque. Mais voilà, mais c'est là que je ne vous suis plus. Mais tout simplement, cher Socrate, parce que quand l'affaire des monuments volés a éclaté, c'est qu'en pleine nuit, un ivrogne nommé Quentin Vicomte a passé le bras à travers l'obélisque, ou plutôt à travers une imitation en staff. Ah, bon, je commence à voir. Il s'agit donc d'une petite mise en scène. Peut-être Simple coquetterie de la part de Furax, bien sûr. Au lieu de vérifier purement Vous voyez et le ton simplement, de Signé Furax. On a connu il y a quelques années à la télévision la révolution de la télé-réalité, mais grâce à Europe 1 en 1955, on avait fait une autre révolution, c'était celle de la radio-solidarité, et l'homme de la solidarité radiophonique, c'était évidemment la plus célèbre de toutes nos grandes voix, Pierre Bellemare. En l'occurrence, l'émission s'appelait « Vous êtes formidable ». Un générique de Prokofiev. Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine « Vous êtes formidable ». Dans cette émission, réalisée par Étienne Bierry, Armand Jameau, Robert Lamine, Jacques Perry et André Baron, l'acteur essentiel, c'est le public, c'est vous. Vous, qui allez transformer en miracle une émission comme les autres, parce que vous êtes formidable. Pierre Bellemare que vous retrouvez maintenant chez Cyril Hanouna l'après-midi, vous savez, il est évidemment un peu notre papa à tous. Donc, cette émission, Vous êtes formidable, il y en a eu d'autres, bien entendu, mais toutes ces grandes émissions de Pierre Bellemare avaient pour principe de mettre le public directement en connivence avec les animateurs, qu'on appelait à l'époque les meneurs de jeu, et ça donnait une radio, là encore, d'un ton tout à fait inhabituel. Mais celui qui peut-être est allé le plus loin dans la décontraction, et celui auquel doivent tant les animateurs d'aujourd'hui, je pense notamment aux animateurs des tranches matinales des radios musicales, vous savez, qui se la jouent cool, etc., et qui parlent comme s'ils étaient chez eux ou en train de prendre leur bain. Eh bien, il y a quelqu'un qui avait inventé ça bien avant eux, il y a presque 60 ans, c'était Maurice Biraud, bien entendu, qui était le grand animateur des matinales d'Europe 1. Voilà ce que ça donnait. Alors Maurice Biraud avec Anne Pérez, bien entendu, et avec ce monsieur Brandu, qui ne servait pas à grand-chose, puisqu'en gros, quand on lui donnait la parole, l'essentiel de ce qu'il disait, c'était « bof ». Mais ça suffisait à faire rire les gens. Bonjour madame. Bonjour Bibi. Bonjour monsieur. Bonjour, cher. Bonjour mademoiselle. Bonjour Bibi. Ça va Anne? Ça va Maurice? Bonjour messieurs, dames. Oh, monsieur Brandu. Alors quoi de neuf? Bon. Alors bonne journée à tous. Merci. Vous vous rendez compte que ce que nous entendons là date de 1960. En toute sincérité, il faudrait d'ailleurs faire le test, on devrait s'amuser à faire ce genre d'expérience. Je pense qu'on diffuserait, en changeant peut-être la musique, mais on diffuserait les mêmes paroles, cet enregistrement sur une radio aujourd'hui, je pense que les gens ne seraient pas dépaysés. En tout cas, vous voyez que le ton était déjà d'une
décontraction extraordinaire. C'était le grand Paris de Louis Merlin qui était rempli, qui était réussi. Alors, il y a un autre personnage dont je ne vous ai pas parlé. On a parlé de Maurice Tiégel, j'ai dit un mot de Sylvain Floirat. Il y a un personnage absolument essentiel, c'est Lucien Maurice, qui plus tard va devenir le mari de Dalida, vous savez. Lucien Maurice était le grand programmateur musical d'Europe numéro 1, et lui a joué un rôle tout à fait essentiel dans le ton musical, effectivement. C'est lui qui a fait entrer la pop à Europe 1 en particulier, mais d'une façon plus générale, à la radio. C'était venu un peu par un essai ou une erreur, je ne sais pas comment dire, et il se trouve qu'on a diffusé, au moment de la sortie de Bambino de Dalida, on a diffusé le disque 3 fois dans la même matinée, ce qui n'était pas volontaire au départ. Et puis, les disquaires ont tout de suite téléphoné en disant mais qu'est-ce qui se passe, on est dévalisé, le disque s'arrache littéralement. Et ça a donné l'idée à Lucien Maurice de faire ce qu'on appelait du matraquage musical. Et donc, à partir de là, on s'est mis également à rediffuser des chansons 4, 5, 6 fois dans la même journée. Mais ça, c'était plus une erreur, c'était volontaire, bien entendu. L'émission qui va accueillir le pop à partir du 19 octobre 1959, c'est la grande date de l'histoire d'Europe 1. C'est l'émission mythique que tout le monde, évidemment, connaît. Si un jour, il ne reste d'Europe 1 qu'une chose dans de nombreux siècles, j'espère, ce sera cette émission-là. C'était SLC. Salut les copains. Ce que je vais faire, on va vous en mettre un extrait. Moi, ça va me permettre de changer de studio. Donc, vous allez me retrouver pour le public du studio Merlin sur les écrans. Puis on se reverra, évidemment, on se retrouvera après cette causerie. Et je me rends tout de suite au studio Espace pendant que vous entendez un extrait de Salut les copains, bien entendu, Téno Philippe Aki. Merci beaucoup. Salut Daniel, ça va très très bien, mais merveilleusement bien, formidable. Je suis à Bruxelles. Tu vois, comme on en avait parlé l'autre fois, je me trouve ici. Tu veux me poser des questions? Je suis avec Michel et Robbie. Oui. Bon, eh bien, je ne vais pas vous présenter ici quand même. Alors, si je vais faire, on va un petit peu gentil. changer de rôle. Hein. Ah bon, Michel et moi. brun. Il est brun, il est très grand. Et Robbie est un petit peu plus petit, il est blond. Ils sont extrêmement sympathiques et très gentils. Merci. Bon, ben, merci Claude. Ça nous fait grand plaisir de t'avoir ici à Bruxelles. Bon, alors, on voudrait te présenter quelques disques belges. Moi j'en connais. J'en connais plusieurs, il y a des trucs très très chouettes en Belgique. Il y a un chanteur qui n'est pas connu encore, qui s'appelle Marc Arian. Il est très dans le style de Trini Lopez. Il n'a pas copié parce qu'il a commencé en même temps. Non, mais il a commencé en même temps, évidemment. Trini Lopez était plus connu au départ que lui, mais néanmoins, il attrape pas mal de succès. Alors on va te proposer son dernier disque, je crois que tu l'as déjà entendu d'ailleurs, il est très très formidable, très très chouette. Très balançant. Fort balançant, c'est Si j'étais le fils d'un roi. Si j'étais le fils d'un roi, si j'étais le fils d'un roi, chérie, je t'offrirais une auto, aussi longue qu'un bateau, avec des coussins de soie, téléphone, etc. Si j'étais le fils d'un roi, le fils d'un roi. Si j'étais le fils d'un roi, si j'étais le fils d'un roi, je t'offrirais un château au sommet d'un coteau. Oui. Domestiques et soldats, jardiniers, etc. Qui sera alors une émission quasiment
préfigurons ce qu'allait devenir un petit peu plus tard la libre antenne. L'esprit des radios libres de 1981-82 déjà avec Campus. Et puis des grands concerts, des grands événements. N'oubliez pas le rôle essentiel qu'a pu avoir le podium européen, alors qu'on a appelé de toutes les façons, qui a été le grand podium Europe numéro 1, qui a été le podium hydraulique Europe numéro 1, etc. Enfin, tout a existé. Ce podium européen, il circulait dans les villes balnéaires essentiellement ou dans les grandes villes de France au moment de l'été. C'était un show considérable avec des vedettes qui étaient habituées à être là, évidemment, des gens comme Sylvie Vartan, comme Carlos. Carlos a fait plus de 500 fois, plus de 500 soirées du podium européen, vous imaginez. C'était la grande époque de la pop musique, de la culture populaire. Europe 1 était très, très, très présente dans les racines même du pays. C'est l'époque où, comme par hasard, où la radio, où la station devient la première radio de France. Voilà un extrait du concert qui avait été donné. Ça, c'était avant le podium. C'est ce qui a donné l'idée, en quelque sorte. C'était le 22 juin 1963. On est place de la Nation. L'émission Musicorama est présentée par Robert Narcy. Et l'invité star de ce premier grand raout qui a rassemblé plus de 100 000 spectateurs sur la place de la Nation, c'était phénoménal. C'était déjà Johnny Hallyday. Voici Musicorama, le premier Musicorama de ce Tour de France qui, comme chacun sait, s'est déroulé hier soir, place de la Nation. Avant de vous le faire entendre, je voudrais faire une remarque préliminaire. Il y avait hier soir, place de la Nation, une foule énorme. 200 000, peut-être 250 000 personnes. Et si tout s'est bien passé, c'est vraiment grâce à la police parisienne à qui il faut rendre hommage en la circonstance. Nous en parlions encore tout à l'heure avec Lucien Maurice, à qui la chose a été aussi très sensible. Les agents ont réussi à contenir, avec courtoisie et compréhension, une foule qui n'avait rien d'agressif, bien sûr, mais qui était très difficile à contenir par le fait même qu'elle se pressait et grossissait sans cesse. Ils ont eu beaucoup de travail, un travail aux multiples aspects, le plus souvent fort ingrat, et ils l'ont accompli avec autant de conscience que de gentillesse, il fallait le dire, et les en remercier. Voici donc... Ce soir, comme chaque soir pendant la durée du Tour de France, nous allons passer la soirée ensemble pour écouter les vedettes de la chanson. Ces soirées, nous les devons à une grande marque que vous connaissez et que nous aimons. Ces soirées, nous les devons à l'huile Le Sieur. L'huile Le Sieur ne se contente pas de nous offrir un produit de toute première qualité. Vous le savez comme moi, quand on pense bonne huile, on pense Le Sieur. Mais elle cherche en plus à nous rendre service et à nous faire plaisir. Tout cela n'est pas si courant, c'est pourquoi nous pouvons tous dire ensemble un grand merci à Le Sieur. Ce soir, donc, nous sommes place de la Nation à Paris où se trouve le magnifique podium d'Europe numéro 1 qui va faire le Tour de France. Beaucoup de jeunes vedettes de la chanson sont venues, nous avons déjà applaudi les dragons et en ce moment, nous assistons au tour de chant des chats sauvages. Si nous sommes tes copains, dis-nous ce qui se passe. Je ne sais plus qui était le sponsor de cette soirée, mais il me semble que c'était l'huile Le Sieur, vous l'aurez remarqué. C'est amusant parce que je pense qu'aujourd'hui, même, on a beaucoup de pubs, surtout dans la période où nous arrivons. Là, on est en charge de publicité maximale, mais on est très loin de ça, évidemment. Je pense que le public d'aujourd'hui n'accepterait plus du tout. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que non seulement ça ne rebutait pas les gens à l'époque, mais ça leur plaisait. Ce côté réclame avait quelque chose de très neuf, de très nouveau, justement, par rapport à la musique classique et au générique très classique de Paris Inter ou de déjà même France Inter. Il y avait quelque chose de... On pourrait presque dire la publicité assumait à cette époque une dimension quasi révolutionnaire. Il y avait cette dimension-là qui évidemment, elle a tout à fait perdu par la suite. Europe 1 a été, j'espère vous l'avoir montré là depuis le début, et ça a toujours été le cas, à la pointe des innovations, notamment des innovations techniques d'ailleurs, il faut le dire. En 1998, c'est la première radio en Europe qui abandonne ce qu'on appelait les bobineaux ou les galettes, c'est-à-dire les bandes magnétiques, pour passer directement aux enregistrements numériques. En 2008, 10 ans plus tard, c'est la première radio qui va créer une sorte de web radio annexe, d'une certaine manière, en tout cas, qui va passer au podcast, qui va
va proposer aux gens de télécharger les émissions, ce qui nous permet d'être toujours leader grâce à cette longueur d'avance, un temps d'avance, n'est-ce pas? C'est notre signature cette saison. Alors, ces innovations, elles sont multiples. Je ne vais pas vous assommer en vous les expliquant toutes. Il y en aurait vraiment une quantité. On pourrait faire d'ailleurs une conférence entière sur les innovations que Europe 1 a installées dans le paysage médiatique français. Il y en a une qui est quand même très importante, c'est l'estimation de résultats pour les élections. Lorsque, vous savez qu'à partir de 1962, le général de Gaulle décide, il y a eu un référendum, mais a proposé en tout cas aux Français l'élection du président de la République au suffrage universel. Et la première de ces élections a lieu en 1965. Au premier tour, le général de Gaulle est mis en ballottage, et au deuxième tour, le résultat devient assez croustillant, assez intéressant pour les gens, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et donc, habituellement, on attend que les bureaux de vote aient dépouillé tous les bulletins avant d'annoncer un résultat. Comme les bureaux de vote à l'époque ferment à 20h, ça veut dire qu'on a rarement des résultats avant minuit ou 1h du matin. Eh bien, on est en 1965, donc le 19 décembre, et voilà ce que dès 20h, on peut entendre sur l'antenne d'Europe numéro 1. Bonsoir à tous. Eh bien, comme je vous l'ai dit hier soir, comme on vient de vous le redire, notre soirée sera entièrement et exclusivement consacrée à la diffusion des résultats de cette élection, de ce deuxième tour des élections du président de la République au suffrage universel et des commentaires à propos de cette élection. Le point essentiel pour le début de cette soirée, c'est évidemment la deuxième expérience tentée par Europe numéro 1 et l'Institut français d'opinion publique, expérience que vous connaissez, dont vous avez pu, il y a 15 jours, apprécier les résultats. Il y a 15 jours, il s'agissait de faire interpréter par des machines électroniques rapides des résultats sur 6 candidats différents. Cette fois-ci, il n'y a plus que 2 candidats. Donc, nous avons toutes les raisons de penser que les calculs des ordinateurs électroniques seront plus rapides. Depuis un peu plus d'une heure et demie... Je vais vous faire grâce de cette soirée électorale qui, comme vous voyez, avait un petit côté poussif, mais enfin, néanmoins, on était dès 20h10 en mesure d'annoncer aux auditeurs le résultat de cette élection présidentielle. Et alors, qu'ont fait les autres médias? Ça s'est su tout de suite dans les rédactions, etc. Europe 1 annonce De Gaulle. Bon, cela dit, ce n'était pas une énorme surprise non plus. Le général De Gaulle a gagné haut la main à l'époque face à François Mitterrand en 65. Mais enfin, quand même, c'est Europe 1 qui a osé annoncer des résultats bien avant les résultats officiels. Et ça, encore une fois, il y aurait un grand nombre d'exemples. Je en cite un autre simplement, celui des voitures antennes, les voitures relais qui ont permis très vite d'aller... Alors, il ne faut pas que ça se passe trop loin, quoique petit à petit, on a vu des voitures aller de plus en plus loin. Je regarde Fabien en disant ça, parce qu'évidemment, il fait partie de ceux qui animent tout ça, qui font partie de cette mise en place technique essentielle dans une radio, qu'on a trop souvent tendance à oublier. Nous autres animateurs, nous cachons les vrais artisans du travail d'une radio, bien sûr. Et ces voitures vont permettre d'avoir des journalistes sur place qui se déplacent à très grande vitesse, qui peuvent être immédiatement sur l'événement, comme on dit, y compris quand l'événement est d'une importance historique comme la Révolution, en tout cas les événements de mai 68. Alors, Europe 1 a joué, vous savez, un rôle absolument essentiel dans ces événements, puisque les gens qui voulaient à l'époque avoir un peu d'informations, entre guillemets, libres, puisque en tant que radio périphérique, nous n'obéissions pas tout à fait, quoique pas tout à fait aux mêmes règles que les médias nationaux, eh bien, allaient sur Radio Luxembourg ou sur Europe 1. Le fait que Europe 1 ait beaucoup de voitures a fait qu'on était très très présents. Alors, il y a des gens comme Gilles Schneider qui étaient constamment sur le terrain. Là, celui que je vous propose de retrouver, c'est Fernand Choisel. Un extrait de ce qui se passait, c'est la nuit du 10 ou 11 mai 1968. Ce sont aux manifestants eux-mêmes de s'auto-organiser. Là, ce sont les consignes qui sont données aux manifestants pour monter des barricades, ça, ce qu'on entend. C'est de ne pas faire les barricades n'importe où, mais de les faire à des points stratégiques qui vous permettent justement de vous défendre quand vous faites vos comités de discussion politique, de la faire de telle manière que vous soyez à distance respectable de la police, ne la faire pas n'importe où,
Voyez les positions stratégiques et après faites vos barricades. Allez, occupez les quartiers latins. Allô, Jacques Paris? Fernand Choisel, allez-y. Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades. En effet, la plupart des barricades ont été composées avec du bois. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté de l'autre barricade. Et maintenant les barricades sont en feu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fernand Choisel. Écoutez, je prends le micro parce que je viens de la première barricade. Oui. La police envoie en ce moment des grenades avec du chlore et tout ce qu'il y a. Voilà une voix que vous reconnaissez, que vous pouvez entendre tous les matins, mais d'une façon plus institutionnelle maintenant, dans la matinale de Thomas Soto, puisque la dernière voix qu'on vient d'entendre est celle de Daniel Cohn-Bendit, évidemment. Alors, évidemment, pour les partisans du pouvoir, et notamment dans les allées du pouvoir à l'époque, on a dit Europe 1 et Radio Barricade. Mais quand nos reporters se déplaçaient sur place, on leur disait « Vous êtes Radio de Gaulle ». Donc vous voyez que l'indépendance de cette rédaction était en quelque sorte reconnue par les faits eux-mêmes et par les préjugés que pouvaient avoir les gens en fonction du camp dans lequel ils se trouvaient. On disait Europe numéro 1 à l'époque. D'ailleurs, il y a encore pas mal de gens qui continuent aujourd'hui à dire Europe numéro 1. Enfin, ils sont plus si nombreux, mais enfin quand même, il y a encore des gens qui s'accrochent à cette dénomination. Il faut vous dire qu'à l'antenne, on n'emploie plus le terme Europe numéro 1 depuis 1969. Et de façon officielle dans les documents et dans la communication, on ne l'emploie plus depuis 1983. Donc, au pire, si vous prenez les dernières modifications, depuis 1983, il n'a plus jamais été question publiquement d'Europe numéro 1. C'est Europe 1. Mais vous voyez, il y a des traditions, en quelque sorte, qui ont la vie dure. Alors, Europe 1, ce sont bien sûr de grandes voix. Nous avons entendu Maurice Biraud, on a entendu tout à l'heure Pierre Dac, bien sûr Pierre Bellemare. Vous avez entendu les voix d'un certain nombre de nos grands journalistes. Je voudrais vous en faire entendre 3, parce qu'une causerie sur Europe 1 qui ne diffuserait pas ces voix-là serait vraiment très incomplète. La première, celle pour laquelle j'ai vraiment une vraie tendresse personnellement, c'était le grand consultant scientifique d'Europe 1, avant Alain Sirou tout de même, disons-le bien, précisons-le bien, c'était Albert Ducrot. On est en juillet 69 et ça y est, un homme a mis un pied sur la Lune. Voilà ce que ça donnait sur Europe 1. Pilotage manuel repris pour le poser. Nous entrons dans la troisième phase maintenant. Après ce que je vous ai intitulé comme étant le coup de frein, puis l'approche, maintenant nous allons entrer dans le posé. 120 mètres d'altitude. Dans le posé, en gros, devrait commencer dans une trentaine de secondes. Une trentaine de secondes, c'est-à-dire quand ils seront à une altitude inférieure à 50 mètres. Là, descente absolument verticale sur la Lune. Ils sont actuellement absolument en vue de l'endroit où ils se posent. Et comme vous le remarquez, il n'y a pas de description encore de cet endroit. Ils sont pris par leur manœuvre et le moteur, je vous le rappelle, c'est une opération qui n'a jamais été faite. Jamais la NASA n'a fait fonctionner aussi longtemps ce moteur. Dans 13 secondes, il devrait être à une altitude voisine de 50 mètres. Ils ont le droit de se poser. Tout se passe bien. Ils sont à 50 mètres. Il devrait se poser maintenant dans moins d'une minute. 15 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. 30 mètres. 160 feet, 6.5 down. 5.5 down. 9 forward. 20 mètres. Good. 20 feet. On ne rappelait pas que c'était si long, je vous dis. 9 forward. 5%. 185. 75 feet. Guys looking good. Down a half. 6 forward. Ça n'est pas une caméra cachée, je vous rassure. 60 seconds. Lights on. 6. Down 2.5. Il reste beaucoup, là. Il reste beaucoup, je ne sais pas.
C'est la voix d'Albert Ducrot que je voulais vous faire entendre. Big shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right a little. 6 and a half. 30 seconds forward. Dans 30 secondes, ils sont posés. Je vais faire un petit tour et je reviens tout de suite. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. Boat control, both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. You're looking good here. Ça y est. L'homme est à la Lune! Voilà la voix d'Albert Ducrot. L'homme est sur la Lune! Une autre voix un peu plus chevrotante, on va dire, mais que vous n'avez pas pu oublier, c'est pas possible. C'était la voix de la météo avant celle de Laurent Cabrol. C'était Albert Simon, on va entendre Albert Simon. Comment va-t-on vivre? Sous le soleil ou sous la pluie, Albert Simon? C'est pas franchement réjouissant ce qui se passe au-dessus de Paris en ce moment. Non, il y a du soleil, c'est seulement quelques petits cumulus. Oui, petit cumulus, oui. C'est pas grave. Très bien. Alors, ce beau temps, il y en a davantage dans l'est de la France, justement, des cumulus. Et il y en a davantage aussi dans le sud-est. Alors là, il y aura quelques orages sur les Alpes de Haute-Provence et le Briançonnais. Enfin, sur la Haute-Provence, dans le Var, où après la forte chaleur de cet après-midi, il va y avoir quelques orages. Qu'est-ce que vous appelez une forte chaleur? Oh, dans les 29 à 30 degrés. C'est une chaleur raisonnable pour l'été. Oui, si vous... Pas pour vous, mais pour la plupart des gens, oui. Oui. Et alors, partout ailleurs, c'est du beau temps. Et ce beau temps va continuer. Il va continuer encore demain. Il fera plus chaud. Entre parenthèses, c'est très intéressant parce que ça vous montre à quel point, dans cette maison, on a toujours cultivé les aspects saillants et différents. Alors que d'autres radios, d'autres médias ont essayé de lisser les choses, etc. Ici, on a toujours aimé les gens un peu bizarres, si je puis dire. Puisque je parle de gens bizarres, la troisième grande voix qu'il faut citer, évidemment, elle a littéralement réveillé les Français pendant de nombreuses années, presque on peut même dire des décennies, avec son horoscope et ses prévisions. C'était Madame Soleil, bien entendu. Heureux de vous retrouver, Madame Soleil. Et moi, je suis heureuse de vous féliciter pour votre livre, qui a un grand succès et qui n'est rien auprès du second, qui aura un succès encore plus éclatant. Ah si, il faut voir l'avenir, c'est mon métier, c'est mon rôle. Parlons donc de l'avenir de tous les hommes. Que va-t-il se passer dans l'année qui arrive? Eh bien, tout d'abord, l'année 1974, pour moi, c'est d'abord une année de chance. Ce n'est pas une année facile, c'est une année d'épreuve, c'est une année dangereuse, mais c'est justement en quoi elle représente de la chance. Car s'il est vrai que pour les individus, l'épreuve fait progresser, eh bien c'est vrai pour l'ensemble de tous les hommes. Il y aurait d'autres voix, on pourrait vous mettre Frédéric Potcher, par exemple, évidemment, avec ses chroniques judiciaires, etc. La voix la plus célèbre d'Europe 1, celle qui pour nous reste évidemment un peu la voix tutélaire, c'est celle d'un animateur qui ne s'est pas beaucoup exprimé ici finalement, puisqu'il a eu 2 émissions, une en 1978 pour la saison 78-119, qui d'ailleurs il n'est pas allé au bout de la saison, et puis il est revenu en 1983, 4 et 5. Évidemment, c'était Coluche. Alors, voilà sa toute première émission sur l'antenne d'Europe 1 en 1978. C'était à cette saison, bien entendu. Et ça s'appelait « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Donc, quelques années plus tard, 5 ans plus tard, et c'est dans le cadre de sa nouvelle émission, qui s'appelait « Il y en aura pour tout le monde », que vont naître les célèbres Restos du Cœur. Alors vous savez que d'autres aujourd'hui essaient de s'arroger un peu l'image des Restos du Cœur, mais n'oublions jamais que c'est ici qu'ils sont nés, les Restos du Cœur, dans cette antenne. Coluche a marqué ces lieux, notamment, il avait pour habitude de garer sa moto juste là. On le voit en plus, vous voyez, c'était juste derrière cette vitre-là, il garait sa moto sur le trottoir, ce qui énervait beaucoup le service de sécurité, mais il n'était pas du genre qui était vraiment de ces choses-là. Je vous propose d'entendre, on va se quitter là-dessus si vous voulez, je vous propose d'entendre Coluche, c'était en 1985, le 26 septembre. Il y a aussi un truc qui commence à m'échauffer sérieusement, c'est qu'on a reçu beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien chantis, vous chantez pour médecins sans diplôme,
mais tout le pognon s'en va à l'étranger. Quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs? Et j'ai une petite idée comme ça. Si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés... Comment est née cette initiative des Restos du Cœur en 1985 dans ces murs? Je le disais tout à l'heure, pour commencer cette causerie, la boucle est bouclée en quelque sorte. On entrait avant par ici, juste derrière ce panneau, sous cet écran. C'était l'entrée principale d'Europe 1, le 26 bis rue François 1er. On entrait là, on montait comme maintenant. Aujourd'hui, c'est le Studio Espace avec les grandes émissions que vous connaissez, notamment celle de Cyril Hanouna qui a lieu ici tous les jours. Merci beaucoup de votre très grande attention. Je salue le public du Studio Merlin et on peut tous se retrouver, si vous le voulez, dehors sur le trottoir pour parler un peu plus directement entre nous. Merci beaucoup.